Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la France prépare-t-elle une opération militaire pour récupérer les otages? Paris admet officieusement avoir déployé une base opérationnelle au Niger. 80 hommes au moins sont sur place. Pourquoi les satellites sont-ils impuissants à repérer les mouvements suspects dans le désert? Explication et précision de Dominique Derda sur place. Vers la fin de l'avantage fiscal pour les jeunes mariés et les jeunes pacsés, la division des déclarations d'impôts serait supprimée. L'économie pour l'État serait de 500 millions d'euros. Un policier en armes à la récréation, c'est l'une des images du jour. La mise en place des policiers référents a commencé dans une cinquantaine de lycées. Les réactions sont partagées, reportages et explications d'Anne Poncinet sur place. La fin de l'exception suédoise. À son tour, le pays enregistre une percée de l'extrême droite qui fait son entrée au Parlement. Le Parti social-démocrate s'effondre. Enquête sur les bâtiments à basse consommation, logements, bureaux, écoles. De nouvelles normes entrent en vigueur l'an prochain. Les résultats sont-ils vraiment au rendez-vous? C'est le dossier de cette édition. Enfin, le succès des bébés nageurs. La pratique longtemps controversée se banalise. Le nombre d'inscriptions a doublé en 10 ans en France. Reportage tout à l'heure. Bienvenue dans ce journal. Que prépare la France au Niger ou au Mali dans la crise des otages? Je vous le disais, pour la première fois, Paris a reconnu officieusement l'envoi de troupes sur place, des troupes et des avions de reconnaissance. Une vingtaine d'heures de survol auraient déjà été effectuées. Loïc Delamornay, Olivier Martinez. Seuls les quelques hélicoptères de l'armée nigérienne se montrent. Aujourd'hui, autour de la base de Niamey, la discrétion était de règle. Pourtant, derrière les murs de l'enceinte militaire, c'est bel et bien un corps expéditionnaire de l'armée française qui se met en place. Des témoins ont constaté des mouvements d'avions de transport de troupes, avec à leur bord des dizaines de militaires français. Des appareils de reconnaissance de type Breguet Atlantique 2 seraient également mobilisés, renforcés par des Mirage F1 de reconnaissance. Quoi qu'il en soit, aucune opération ne peut se passer de moyens humains sur le terrain. L'armée française devrait donc faire appel à ses forces spéciales, des commandos spécialement formés au combat en milieu désertique, comme ici à l'entraînement à Djibouti. Pour les spécialistes, pas d'illusion, la tâche sera très difficile. L'ensemble de la zone sur laquelle peut se déplacer ces commandos, c'est 20 fois la France. Et c'est un océan de sable. Si la localisation se fait, on passe à la deuxième phase. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les commandos qui seraient amenés à faire cela doivent bien mesurer le risque qu'ils prennent, le risque de libération, le risque sur la vie des otages, le risque des groupes d'Al-Qaïda eux-mêmes sur la vie des otages. C'est extrêmement compliqué et subtil. Les commandos français pourraient se retrouver face aux hommes d'Aqmi, d'Abou Zaïd, le groupe qui a revendiqué l'assassinat de Michel Germano, filmé ici dans une vidéo de propagande il y a un an. Des hommes armés de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes. Mais la plus grande crainte des militaires français serait que les ravisseurs séparent les otages en plusieurs groupes. L'opération de sauvetage serait alors encore plus complexe. Alors que dit-on sur place au Niger? Est-ce qu'une intervention militaire française est considérée comme une hypothèse crédible? On retrouve notre envoyé spécial Dominique Derda. La France, effectivement, David, ne se contentera probablement pas de reconnaissance aérienne. Si le quadrillage effectué par les Mirage et les Breguet Atlantique est indispensable, il ne peut s'agir que d'une première étape. En l'absence de négociations ou si la vie des otages est en danger, l'étape suivante, eh bien oui, c'est une opération commando. Pour cela, il faut des hommes sur le terrain. Ils y sont probablement déjà, quoi qu'on en dise, à Paris dans les états-majors. La dernière opération de ce genre a eu lieu le 22 juillet dernier au nord du Mali, aux côtés de l'armée mauritanienne. L'objectif était de tenter de sauver Michel Germano. Abou Zaïd, le chef des islamistes, a perdu 7 de ses fidèles dans ces combats. Il s'est juré de les venger et c'est sans doute pour cela qu'il a fait enlever 7 nouveaux otages au nord du Niger, œil pour œil, dent pour dent. Dominique Derda à Niamey. Alors la question qui vient bien sûr à l'esprit, c'est celle des moyens de surveillance et de détection. Comment comprendre que même sur un territoire aussi large, les satellites d'observation ou d'espionnage, pourtant très sophistiqués, soient sans effet? Explication Nicolas Châteauneuf, Nathalie Gallet. Septembre 2008, les forces spéciales françaises sont suivies par vidéo en direct pendant leur intervention pour libérer les otages du Ponant en Somalie. Ces images pourraient-elles être tournées par satellite? À l'heure actuelle, c'est impossible. Pour des raisons techniques, les satellites ne peuvent fournir des images vidéo en direct. Ces séquences ont en fait été tournées par cet avion, le Breguet Atlantique, équipé d'une caméra. Sur le champ de bataille, des drones peuvent également remplir ce rôle. Pour autant, les satellites sont indispensables car personne ne peut fournir d'images fixes aussi précises.
La France dispose actuellement de 3 satellites d'observation militaire, les satellites Helios, qui survolent la Terre à 675 km d'altitude. Si l'on veut des images du Mali, par exemple, eh bien, il faut attendre que ces satellites survolent le pays par bandes successives. Tout dépend en fait de leur position, mais il faut parfois attendre quelques heures, voire quelques jours. Lors de son passage, le satellite peut prendre des images plus ou moins grandes, et cela dépend en fait de leur précision. Cette précision peut aller de quelques dizaines de mètres à quelques dizaines de centimètres, ce qui permet ainsi d'identifier des véhicules, comme on le voit par exemple sur cette image. Alors quelle précision exactement? Ça, c'est une information secret défense. Pour être efficace, il faut donc guider l'œil du satellite par des observations sur le terrain. Impossible de couvrir tout le pays avec des images à très haute résolution. Les informations des militaires présents au sol sont donc primordiales et il faut aussi compter avec la météo. Les satellites Helios ont besoin d'avoir un extrêmement beau temps parce que s'il y a des nuages, ça cache tout. Mais en ce qui concerne le Mali, on est dans un pays tropical où probablement il n'y a pas de nuages. Donc toutes les images seront probablement bonnes. En plus de leurs propres satellites, les services français peuvent également compter sur les agences d'images étrangères, militaires, mais également civiles. Il existe en effet un système de coopération internationale. Une information encore après cet enlèvement, Areva a réagi officiellement pour la première fois aux accusations de négligence dans les mesures de sécurité. Le groupe reconnaît que des défaillances, voire des complicités ont pu favoriser l'enlèvement, mais il assure que ce sont les autorités nigériennes qui supervisaient l'ensemble. Un conseiller d'Areva parle même ce soir d'une trahison. Et puis, notez que dans le même temps et sans établir de lien direct, Brice Hortefeux a répété aujourd'hui que le risque d'attentat s'est renforcé en France depuis jeudi. La menace est réelle, dit-il. C'est sa 3e mise en garde en 5 jours. Le parquet antiterroriste de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête préliminaire après une information donnée par l'Algérie sur une femme soupçonnée de vouloir mener un attentat kamikaze à Paris. Il ne s'agit pour l'instant que de vérification. Image signée Johan Nertombe. L'actualité économique avec rigueur oblige, ce nouveau coup de rabot sur une niche un peu particulière. Le gouvernement veut supprimer l'avantage fiscal pour les jeunes mariés et les jeunes pacsés. Jusqu'à présent, il était possible de diviser les déclarations d'impôts l'année de l'union pour payer moins. Ce ne sera sans doute plus le cas à partir de l'an prochain. Romain Messi, Denis Guérin, Patrick Wurstern. Comme ça, pour la soirée, on marche pas sur sa traîne. Sa robe de mariée, elle ne la portera que l'an prochain, à regret. Car pour le cadeau de l'État dans la corbeille, il sera sans doute trop tard. En 2011, le coup de pouce fiscal pour les jeunes mariés risque de disparaître. Non, je me marie pas pour ça, mais c'est vrai que ça coûte cher un mariage, donc le fait de ne pas payer pratiquement pas d'impôts l'année d'après, ça soulage quand même. On peut se permettre de peut-être faire un plus grand mariage. Et l'avantage fiscal pour un mariage ou un Pacs n'est pas négligeable. Prenons l'exemple de 2 conjoints qui gagnent chacun 18 000 € par an et se sont mariés le 1er juillet. Dans la situation actuelle, ils déclarent 9 000 € chacun de leur côté pour le compte des 6 premiers mois. Puis ils remplissent une 3e déclaration, commune cette fois, de 18 000 € au titre du second semestre. Les revenus ont donc été divisés par 2 et ne sont pas imposables. Ce couple ne paye aucun impôt sur le revenu cette année. Sans cet avantage fiscal, les mariés devront choisir. Soit ils déclarent 18 000 € chacun de leur côté pour l'année, soit ils déclarent 36 000 € à 2. Cette fois, les revenus sont plus élevés et dans le meilleur des cas, les mariés payeront 1 900 € d'impôt sur le revenu. Une énorme différence. Pour l'État, l'économie fiscale serait de 500 millions d'euros. C'est moins que le coût annuel du bouclier fiscal, ce que dénonce le Parti socialiste. Pour maintenir le bouclier fiscal, voilà à nouveau ce que le gouvernement a inventé et qui va toucher par priorité les jeunes couples. C'est une nouvelle fois lamentable. L'arbitrage définitif sur les niches fiscales sera rendu dans quelques jours. C'est l'Élysée qui va trancher. L'économie encore, les banques se sont bien entendues entre elles pour surfacturer les chèques aux consommateurs. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'autorité de la concurrence. Elle vient de rendre un avis qui fera sans doute référence. Elle condamne les principaux établissements à 385 millions d'euros d'amende. Sophie Brune, Alain Locasio. Du CIC à BNP Paribas, en passant par LCL ou la Société Générale, toutes les grandes banques françaises sont sanctionnées. 11 établissements au total accusés de s'être entendus sur des commissions liées aux échanges de chèques. Chaque fois qu'un chèque passe d'une banque à une autre, la banque qui l'encaisse règle 4,3 centimes d'euros à la banque émettrice.
Une commission qui est en partie répercutée auprès des clients. Les tarifs ont augmenté de façon non justifiée. S'entendre sur le dos de tous les gens pour pouvoir gagner plus d'argent en nous en prenant à nous, c'est pas normal. Sur les chèques surtout, sur le moindre mouvement de notre compte en banque, je pense que les banques servent largement. Il y a eu entre guillemets des victimes d'un abus d'un côté et de l'autre côté ce ne sont pas les victimes qui sont dédommagées. Car les banques sont condamnées à verser 385 millions d'euros à l'État. Une amende qui ne suffira peut-être pas à changer leurs pratiques. C'est une amende qui apparaît énorme, à 385 millions. Mais rappelons que pendant la même période, elles ont fait 700 millions de facturations au titre de ces commissions. En d'autres termes, ce n'est que la moitié des commissions qu'elles ont décomptées. Une autre enquête est en cours concernant les commissions liées aux cartes bancaires. Elle doit aboutir l'an prochain. Autre titre de l'actualité, c'est une image qui va marquer les esprits. La mise en place des policiers référents a commencé dans une cinquantaine de lycées, des policiers armés en uniforme qui seront là quelques heures par semaine pour garantir la sécurité. C'est l'objectif assigné. Une présence qui suscite des réactions contrastées. Reportage Julien Pelletier, Daniel Lévy. Un policier armé dans une salle de classe. Il y a encore quelques années, l'image aurait fait bondir. Sylvie Pinsard est brigadier chef et les élèves vont devoir s'habituer à sa présence régulière. Si on a des problèmes dans le cadre privé ou familial, en fait, qui sont confidentiels, si on pourrait faire appel à vous. J'essaierai de vous accompagner ou d'avoir justement, je dirais, un entretien ou alors un rendez-vous. S'il y a une bagarre ou un problème de drogue, par exemple, dans l'établissement, vous devez faire quoi? Bien sûr, l'équipe de direction est mise en relation directement avec l'inspection académique, avec le procureur de la République, avec, bien sûr, le commissariat de police. Ça ne changera en aucune façon. Est-ce que vous pensez que votre uniforme de fonction ne va pas poser un frein par rapport aux élèves? Parce que vous voyez, un policier national, il est en tenue, il est toujours armé. On ne va pas regarder plutôt la personne plus l'arme, on va être concentré sur l'arme. Pourquoi? Parce que pour moi, l'arme, ça me fait peur. Bonsoir. La policière sera présente ici une demi-journée par semaine. Sa mission, faire de la prévention. Pour certains, sa présence est avant tout symbole d'autorité. Une policière avec une arme ou un policier, on se dit toujours, ouais, il y a la garde à vue après, si on fait une bêtise ou quoi que ce soit. Donc ça apporte... on se méfie plus. C'est pas comme les surveillants, quoi que ce soit, on va leur répondre comme on veut, tout ça. Je vais encore plus peut-être être à l'écoute de ces jeunes, puisque je vais tenir ces permanences. Donc vous n'êtes pas là pour faire peur? Ah non, en aucune façon. La majorité des élèves est favorable aux policiers référents, mais beaucoup ne comprennent pas vraiment son rôle. Je me vois mal confier les problèmes que je ressens par exemple, à l'égard du lycée à un policier. Je pense qu'il est moins apte à m'aider qu'un professeur ou que les CPE. Si on a un bon contact avec eux à l'intérieur du lycée, comme ça à l'extérieur du lycée on peut aussi plus les respecter, on peut plus comprendre leur travail. Ce matin, les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur sont venus présenter le dispositif. Devant le lycée, les enseignants expriment leur désaccord. L'autorité à l'intérieur de l'établissement, c'est l'autorité des enseignants, c'est l'autorité des personnels d'éducation, du CPE, du chef d'établissement. Mais il n'y a pas de raison que le policier vienne s'immiscer dans notre travail éducatif. Sylvie Pinsard vient tout juste de s'installer ici. Aujourd'hui, elle représente l'autorité. Il lui faudra demain gagner la confiance des lycéens. Bonsoir Anne Poncinet, vous êtes en direct de Clamart. Où et quand précisément verra-t-on ces policiers référents? On ne les verra que quelques heures par jour, donc dans 53 établissements situés dans 11 académies. Ce sont des collèges et des lycées de ZEP. Certains ont connu des faits de violence, d'autres non. Dans cela, on a juste estimé qu'il y avait des risques d'intrusion. C'est un peu le cas du collège de Clamart devant lequel je me trouve. Mais vous voyez, c'est une affaire délicate pour les chefs d'établissement, car d'un côté, ces policiers leur offrent des opportunités de régler un certain nombre de problèmes. D'un autre côté, cela stigmatise leur établissement. Et le principal du collège de Clamart vient de me dire à l'instant qu'il avait refusé, lui, que le policier soit armé. Donc officiellement, la liste des 53 ne doit pas être étendue, mais apparemment, néanmoins, une expérimentation a vocation, lorsqu'elle est réussie, à être étendue. Anne Poncinet à Clamart, merci Anne.
L'actualité à l'étranger avec la fin d'une exception. La Suède était l'un des derniers pays européens à échapper à la poussée de l'extrême droite. Eh bien, c'est terminé. À l'issue des élections générales hier, le parti anti-immigré a fait son entrée au Parlement. Pour la presse, c'est la fin d'une époque. Scrutin marqué par ailleurs par la déroute des sociodémocrates. Amaury Guibert. Ils exultent, les militants d'extrême droite. Ultra minoritaires, ostracisés par la classe politique, leur parti envoie 20 députés au Parlement. Ensemble aujourd'hui, nous avons écrit une page de l'histoire de la Suède. C'est fantastique. Mais dans un pays réputé pour sa tolérance, ces résultats ont glacé beaucoup d'électeurs. Il va y avoir beaucoup de désordre dans les années à venir. Le Parti des démocrates, c'est son nom, avait fait scandale durant la campagne avec ce clip. On y voit une vieille dame face à l'État-providence. Elle est rattrapée par plusieurs femmes en burqa. Avant ce slogan, il faut mettre fin à l'immigration ou les retraites ne seront plus financées. Un discours radical qui a fait mouche chez certains. La Suède est le pays d'Europe qui accueille le plus de réfugiés par rapport à sa population. Une tradition de la main tendue aujourd'hui contestée. Lorsque l'immigration a commencé, on aurait dû procéder différemment. Peut-être ne pas laisser les portes grandes ouvertes, mais plutôt commencer par bien s'occuper de ceux qui étaient déjà là. Les politiques doivent faire en sorte que l'immigration ne devienne pas une menace. L'extrême droite a doublé son électorat en 4 ans, mais le rejet des étrangers n'explique pas à lui seul cette poussée. Ce vote traduit aussi un ras-le-bol des électeurs à l'égard des grands partis traditionnels. À l'étranger encore, le sommet de l'ONU sur les objectifs de développement. Image d'abord de Nicolas Sarkozy à New York qui s'est offert avant l'ouverture du sommet quelques heures de détente en chemise noire, sortie du pantalon. Aujourd'hui, il s'exprimait à la tribune, juste après le secrétaire général Ban Ki-moon. Il annonce qu'une augmentation de 20% de la contribution financière de la France au fonds de lutte contre le sida. Il plaide aussi pour une taxe universelle sur les transactions financières pour alimenter les ONG. Mais les choses importantes se passaient aussi dans la coulisse, où il a aussi rencontré Angela Merkel. Bonsoir Michael Darmon, vous êtes en direct à New York. Est-ce qu'on peut dire que Nicolas Sarkozy tente d'atténuer, de faire oublier la polémique sur les Roms qui a marqué le sommet de Bruxelles la semaine dernière ? Écoutez, c'est une scène du théâtre diplomatique qui s'est jouée aujourd'hui à l'ONU. On a vu Angela Merkel et Nicolas Sarkozy décider de montrer que tout allait bien entre eux. Et cette réunion bilatérale imprévue, avec des sujets très sérieux, a aussi tourné pratiquement à la réunion de famille avec la présence du jeune fils du chef de l'État. Vous voyez, officiellement, donc rien de tendu entre les deux dirigeants, qui d'ailleurs ont même déploré une polémique médiatique sans fondement, disent-ils, après les démentis allemands des propos français sur les Roms. Cela dit, Nicolas Sarkozy a besoin d'arrondir les angles. Il prépare une longue saison diplomatique avec la présidence du G20 dès cet automne. Il constate que les critiques contre lui se multiplient à l'étranger. Et en une journée à l'ONU, le président français a tenté de retrouver une crédibilité sur la scène internationale. Michael Darmon à New York, merci Michael. Et à propos de cette polémique et plus généralement, on s'arrête maintenant sur un constat. Jamais depuis des années le climat politique n'a semblé en France aussi lourd, aussi dur, et rarement un chef de l'État aura été la cible de critiques, voire d'invectives, et même davantage. C'est ce qu'on appelle le Sarko-bashing. Certains s'en offusquent, d'autres considèrent que Nicolas Sarkozy lui-même a brisé les codes de la vie politique et désacralisé la fonction. Jeff Wittenberg, Jean-Marie Lecartier. Bien sûr, la République en a vu d'autres, mais un président de l'Assemblée UMP, poursuivi par des députés socialistes, furieux de l'interruption d'un débat, voilà qui témoigne d'un certain climat. C'est vrai qu'il faut remonter à une vingtaine d'années en arrière pour revoir ça. Il y a des moments dans lesquels la confiance dans le pouvoir s'affaiblit. On n'a plus cette espèce de révérence à l'égard du pouvoir, des institutions. Au cœur des controverses nationales, le président de la République. Et tout spécialement depuis le printemps. L'affaire Woerth-Bettencourt, la polémique sur les Roms. La presse hebdomadaire en particulier n'a pas lésiné sur les unes. Choc sévère pour Nicolas Sarkozy, sévère ou très violente. Il nous semblait qu'effectivement la question se posait autour de l'affaire des Roms, de la nationalité, de jusqu'où ce président était-il prêt à aller pour obtenir des gains électoraux. Voyons, on a expliqué, on a dit voilà pourquoi il n'est pas fasciste, il n'est pas raciste, il n'est pas xénophobe, il n'est pas ça, mais il y a un côté chez lui voyou de la politique, voilà pourquoi. Donc c'est un constat. Alors on peut être en désaccord avec ce constat, mais c'est un constat, c'est pas une injure.
Le fait qu'il ait lui-même donné le signal que c'était plus un président grand-père ou père, mais un président grand frère qui tapait sur l'épaule des uns et des autres, on s'autorise avec lui ce qu'on ne faisait pas dans le passé. Deschamps peut le dire. Deschamps peut... Pour certains, ce n'est pas seulement la politique de Nicolas Sarkozy qui crée la tension, mais son style, celui des premiers mois que certains lui reprochent encore. Le président de la République, il a été élu par les Français, et il y a un certain nombre de gens qui considèrent, malgré ce vote démocratique, qu'il est illégitime. Et ces gens qui considèrent qu'il est illégitime passent leur temps à l'insulter. Gauche contre droite, mais aussi à droite, en interne, parce qu'un remaniement approche et que l'actuel gouvernement est en sursis, la tension dans le débat politique n'est pas près de retomber. Le dossier de cette édition maintenant, il est consacré aux bâtiments à basse consommation. Tout le monde est concerné, logement, bureaux, écoles, l'enjeu est de taille. Regardez ce chiffre, le secteur représente à lui seul 42% de la consommation totale de la France en énergie. Alors avis aux acheteurs de logements, de nouvelles normes plus sévères entrent en vigueur dans les années qui viennent, mais les résultats enregistrés pour l'instant sont-ils vraiment au rendez-vous? Les questions et les réponses, dossier signé Agnès Monteux, Mathieu Nivenglowski. C'est un lotissement neuf, banal, où se trouve pourtant un pavillon ultra performant. Ce jour-là, on ferme, on calfeutre tout pour préparer le test de la porte soufflante. Eh bien, on prend l'extracteur, qui est un ventilateur, qui va extraire l'air de la maison. L'idée, chasser l'air de cette maison encore inhabitée. Créer une dépression, un appel d'air à l'intérieur, de quoi repérer les fuites et mesurer précisément l'étanchéité de la maison à l'aide de ce fumigène. Première mauvaise surprise. C'est impressionnant, c'est sûr. L'air se faufile dans la gaine des fils électriques. Voilà. Mais c'est la porte du garage qui pose le plus de problèmes. Là, tu vois, ta porte. Ouais. Voilà. Donc là, il y a tout un réglage de porte à faire. Et là, quand on passe la main, on sent l'air tout le long. Peut mieux faire donc. Mais cette maison de 130 000 € reste dans les normes pour recevoir ce label haute performance énergétique. La preuve que ce bâtiment est basse consommation, le fameux BBC. Actuellement, la consommation moyenne d'une maison, elle est de l'ordre de 200 kW au mètre carré par an. Les nouvelles maisons qu'on va construire, elles vont être de 50 kW. C'est-à-dire que la facture d'énergie, on va la diviser par 4. Soit une facture réduite à 15 € par mois de chauffage et d'eau chaude pour cette maison de 110 mètres carrés. Des promesses théoriques, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Nous sommes allés voir une famille qui habite cette maison, un peu plus ancienne, et donc un petit peu moins performante. Bonjour madame. Madame Bonneau y vit depuis 2 ans. Alors ma maison dans la conception, elle est très performante parce qu'elle elle est en fait surisolée, c'est-à-dire qu'elle a une épaisseur de mur et d'isolant très importante. Elle a également un double vitrage. À l'intérieur, on a de l'argon. Le chauffage est également dernier cri. Alors ici, c'est un peu le poste de pilotage de la maison en termes de chauffage. Chaque pièce peut être chauffée séparément grâce à cette pompe à chaleur qui envoie de l'air par les plafonds. Autre économie d'énergie, les toilettes. Une minuterie s'allume et s'éteint automatiquement. Coût de cette maison, 10% de plus qu'une maison classique. En contrepartie, certes, ses factures ont bien baissé, mais pas autant qu'elle le pensait, avec encore 1 200 € d'électricité la première année. On ne faisait pas forcément très attention à notre façon de consommer, et les premières factures nous ont dit il faut prendre conscience de ce qu'on a et l'utiliser à bon escient. Pas de fuite d'air, pas de problème de chauffage chez elle, mais beaucoup de gros appareils électriques. Et 2 enfants qui utilisent régulièrement l'ordinateur et les consoles de jeux, de quoi alourdir la facture. Alors, quand ça dérape trop, elle reçoit des messages d'alerte automatiquement sur sa télé. Il lui indique chaque semaine sa consommation d'électricité. Cette semaine, vous avez consommé 102 kWh d'électricité. La semaine dernière, vous aviez consommé 99 kWh. À elle de s'adapter. Arrêter des mises en veille, régler le chauffage au mieux. Éteindre les lumières qui ne servent à rien quand il n'y a personne dans la pièce. Un service d'assistance compris dans l'achat de sa maison économe qui l'aide à baisser ses factures de 15%. Dans cette tour de 9 étages, on s'est lancé un défi bien plus ambitieux.
Il y a un an, ces concepteurs s'engageaient à produire plus d'énergie grâce aux panneaux solaires sur le toit que les bureaux n'en consomment à l'intérieur. Une tour laboratoire parfaitement isolée où ils se sont installés avec 1600 capteurs, histoire de tout mesurer. Mais déception, le bâtiment consomme un peu plus que prévu avec quelques erreurs de conception. Dans les cages d'escalier, nous avons fait réaliser des fresques pour attirer les usagers à mieux utiliser les escaliers, à contrario de l'ascenseur, pour faire des économies d'énergie. Seulement, voilà, allumer les 27 lampes de cette cage d'escalier aveugle, ça consomme plus que de prendre l'ascenseur. Certes, ici, on utilise déjà 8 fois moins d'énergie que dans les autres bureaux. Alors, comment aller plus loin? Peut-être faudrait-il révolutionner le monde du travail. On pourrait par exemple travailler à l'anglo-saxonne, donc en quittant plus tôt le bureau, vers 17 h. Ça permet d'avoir des plages horaires d'utilisation de ces locaux qui sont moins longues, moins d'éclairage, moins de chauffage, moins de ventilation, moins de consommation informatique. Le défi n'est pas encore relevé. Le succès de ces bâtiments et maisons ultra performants repose maintenant sur nos changements d'habitude. Il est 20h23, restez avec nous. À suivre, l'île mystérieuse se dévoile. Reportage sur l'îlot d'Aros aux Seychelles, résidence de vacances de Liliane Bettencourt, dont le fisc ignorait l'existence. Faut-il adhérer aux bébés nageurs? Le nombre d'inscriptions a doublé en France ces 10 dernières années. Et puis c'est l'une des sorties cinéma de la semaine, Hors la loi, polar politique et controversé avec Jamel Debbouze et Roch Dizem. D'abord donc les suites de l'affaire Bettencourt dans le versant familial du dossier, celui qui concerne les questions d'héritage. Eh bien la mise à l'écart de François-Marie Bagné se confirme. Le groupe L'Oréal annonce qu'il a rompu ses liens avec le photographe. Le contrat prévoyait un versement garanti de 700 000 € par an pour un rôle de conseil et de promotion. Et voici, à ce propos, des images exclusives. On a beaucoup parlé ces derniers mois de l'île d'Aros aux Seychelles, île privée, villégiature de la milliardaire Liliane Bettencourt. Eh bien pour le magazine Complément d'enquête diffusé ce soir, une équipe de France 2 a pu se rendre sur place. Reportage Clément Castex, Christophe Kenck. Voilà la maison principale. Les fenêtres sont bâchées. Depuis que l'affaire a éclaté, plus personne ne vient. Alors qu'on s'approche, un premier gardien, puis un second s'interpose. Ça va et vous ? Surpris de nous voir, mais décontracté. Pour l'information, on n'a aucun reportage avec aucune chaîne télévision. D'accord. Vous pouvez filmer la mer là-bas. Elle est belle la mer chez vous. L'île est privée, mais heureusement, comme en France, la loi nous autorise à marcher sur la plage, domaine public. Vous croyez qu'on peut visiter la maison? Non. Non? Mais sans filmer, hein? Jamais. Jamais? Non. Les gardiens nous quittent, alors on en profite. Les Bettencourt auraient déboursé 60 millions d'euros pour aménager Daros. Il a fallu construire une station pour dessaler l'eau de mer, un village pour les employés. La maison est l'œuvre d'un grand architecte, Jacques Coel, mais elle date des précédents propriétaires. Tout en rondeur, elle n'est pas immense. Seulement 3 chambres, celle de monsieur mort en 2007, celle de Liliane et celle de sa coiffeuse et confidente. Devant, les milliardaires ont fait installer une piscine. Sur l'île, rien de vraiment bling-bling, pas de tape à l'œil. Ici, le luxe ultime, c'est la sobriété. Voilà, la suite ce soir dans Complément d'enquête avec Benoît Duquesne, c'est à partir de 22h05. Le succès des bébés nageurs, vous vous êtes peut-être vous-même posé la question. La pratique longtemps controversée a semble-t-il convaincu les familles. Le nombre d'inscriptions, je vous le disais, a doublé en 10 ans en France. Reportage Nabila Tabouri, Frédéric Basile. Au commencement, il y a le bassin vide. Puis on le colore, des ballons, des canards, même des maisons qui flottent. Des couleurs vives et chaudes pour que le terrain de jeu soit le plus accueillant possible. Regardez par là-bas. Oh là là. Eugénie a 9 mois, première séance de bébé nageur, première sensation. Hein, Eugénie, hein, maman elle va te porter et puis toujours avec de l'eau à la hauteur des épaules. Longtemps, l'image des bébés nageurs c'était celle-là, frappante. Ici, un bout de chou en apnée maintenu sous l'eau pendant plusieurs secondes. Là, un autre jeté dans l'eau, des pratiques aujourd'hui décriées. Jeter les bébés, c'est quand même pas très sympathique pour les bébés. Je connais pas de parents qui aient vraiment envie de le faire. Ou alors vraiment, ils auraient une relation un petit peu tordue.
Ici, on va tenir compte justement, à partir de la tendresse, de satisfaire certains besoins chez l'enfant, qui sont des besoins de peau, des besoins d'attachement, derrière lesquels le sentiment de sécurité va émerger. L'eau devient alors un terrain de jeu fabuleux. L'enfant ne se cogne pas, ses chutes ne font pas mal, et agiter les gambettes permet même d'avancer. Une activité ludique et familiale dont le succès ne se dément pas depuis une quarantaine d'années. C'est plutôt venir jouer, partager un moment avec eux dans l'eau. C'est d'avoir un autre élément, un peu plus grand que la baignoire. Pour se retrouver un petit moment privilégié avec les bébés. Il n'y a pas beaucoup de moments où on peut faire des choses rien que pour nous. C'est l'idée plus tard qu'elle devienne une très très bonne nageuse, d'en faire une championne ou pas du tout? Oh non du tout, non. Par contre, c'est clair qu'on veut qu'elle soit à l'aise dans l'eau, quoi. Mais cette activité comporte-t-elle des risques médicaux? D'après une étude belge récente, la chloramine, mélange de chlore et de matière organique comme l'urine ou la salive, augmenterait les risques de bronchiolite et d'asthme. Pour autant, pas de quoi s'alarmer d'après cette pédiatre. Allonge-toi mon chien. Les petits vont très peu souvent à la piscine. Ils y vont entre une demi-heure, maximum 3/4 d'heure. Donc le temps de contamination est relativement faible. Et je conseille aux parents en fait de voir comment ça se passe. Une piscine dans laquelle vous rentrez où immédiatement vous êtes agressé par l'odeur de chlore est une piscine pas assez ventilée et qui est plutôt à déconseiller. Entre l'eau et la terre ferme, la maman d'Ellie a opté pour la baby gym. Roulade, galipette, saut, de l'éveil corporel dès l'âge de 3 mois, guidée par une psychomotricienne. Et là aussi, les parents sont présents. Quand elle rentre à la maison, elle est fatiguée parce qu'elle s'est dépensée, parce que quand elle arrive ici, elle pousse des cris, parce qu'il y a plein d'autres enfants, qu'elle est heureuse, je la vois heureuse, qu'elle fait des choses qu'elle ne fait pas à la maison. Je vois qu'elle est heureuse, regardez, elle n'a pas l'air heureuse. Ce bonheur a tout de même un prix. Dans ce club parisien, il en coûte aux parents environ 500 € l'année. Le cinéma avec la sortie après-demain de Hors-la-loi, film signé Rachid Bouchareb avec entre autres Jamel Debbouze. C'est un polar politique sur fond de guerre d'Algérie et qui avait suscité la polémique à Cannes en mai dernier. Pascal Deschamps, Emmanuel Beck. 4 ans après le triomphe d'Indigène, il remontait les marches avec Hors-la-loi. Et si certains étaient alors venus manifester leur hostilité, pieds noirs ou anciens d'Algérie, c'est que derrière ce titre se cache l'évocation d'une page douloureuse de notre histoire. On fera notre loi. Hors-la-loi raconte le destin de 3 frères. 3 jeunes Algériens immigrés en France et dont 2 prendront les armes avec le FLN pour l'indépendance. C'est impossible de les tuer dans la rue. C'est risqué pour les civils. Pour ces acteurs, une histoire aussi complexe que controversée, mais qu'il fallait raconter. Je me suis jamais mis, je vous l'avoue, du point de vue ni des harkis, ni de ces pieds noirs, mais du point de vue du Français que je suis. J'avais envie qu'on me raconte cette histoire. On est en 2010, aujourd'hui on ne nous l'a jamais racontée. Rachid Bouchareb l'a fait. Le film s'ouvre sur les massacres de Sétif en mai 1945, qui feront 103 morts européens et près de 10 000 victimes algériennes. Il se clôt sur octobre 61 et la répression sanglante d'une manifestation d'Algériens à Paris. Entre les deux, 15 ans d'événements et de péripéties sur les traces d'une famille déchirée. Là, il n'y a pas de place pour des passions personnelles. Toute notre personne doit être dévouée au parti. Hors-la-loi est donc avant tout une saga familiale, un grand film d'action dont le réalisateur ne veut en aucun cas se substituer aux historiens. Qu'on écrive tous les jours sur ce moment de l'histoire, jusqu'au moment où tout le monde se sera exprimé et que peut-être que la vraie histoire, l'histoire franco-algérienne, eh ben, ça y est, elle s'est écrite et on a trouvé un point de sérénité. Comme pour Indigène, Rachid Bouchareb voulait crever un abcès en s'attaquant à un sujet délicat. Et s'il montre la violence, il montre surtout des personnages plongés dans une histoire qui finira par les broyer. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle que cela fait 265 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Tania Young qui nous annonce une France coupée en 2, 20h35 votre série Castle, 22h05 complément d'enquête donc autour de Benoît Duquesne. À demain.
L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.